on n'est pas habitué à prendre, on est habitué à demander ou à espérer ou à critiquer, mais à un moment donné, il faut prendre. Pour les prendre, les bâtisses, elles sont là, puis il y a une urgence à le faire. Le collectif C'est à nous vient de créer une petite révolution. Après 10 ans de combat, il s'est réapproprié un ancien entrepôt ferroviaire de Pointe-Saint-Charles pour y construire le bâtiment 7, qui offre des services à prix modique comme une microbrasserie rassembleuse, une épicerie où les membres font du bénévolat pour faire baisser le coût des aliments, des ateliers de menuiserie, de réparation de vélos et même éventuellement un CPE. Comment on fait pour autogérer notre quartier, pour se réapproprier notre ville? J'en discute avec Gabrielle Gérin, fondatrice des 100 tavernes et membre du CA du collectif C'est à nous. En 2005, la population de Pointe-Saint-Charles a refusé le projet de casino puis de foire qui était orchestré par l'Auto-Québec et le Cirque du Soleil, rien de moins. À l'époque, on criait à l'immobilisme. Je pense que vous donnez tort à beaucoup de gens ces temps-ci. Comment on fait pour combattre des géants comme ça puis mobiliser nos voisins? On est dans un quartier où il manquait de tout, un quartier très tissé serré, où presque le quart du territoire du quartier appartenait donc au CN. Puis là, on se fait proposer un projet de casino, le Cirque du Soleil, de foire internationale. C'était gros comme le monde, puis c'était évident qu'il fallait bloquer ça. Donc les gens, sur la base de leur histoire militante, l'histoire militante très, très forte à Pointe-Saint-Charles, se sont mobilisés contre ça. Comment ça se fait qu'il y a déjà une tradition militante dans ce quartier-là? Bien, c'est un quartier qu'on a appelé la Petite Gaule, Little Dublin. C'est un petit quartier ouvrier, un quartier en bonne partie historiquement irlandais, francophone aussi, puis qui a une histoire politique très forte, notamment l'histoire ouvrière, là, une histoire de grève, une histoire de... C'est peut-être le seul quartier où il y a une bonne partie anglophone de la population qui est anti-couronne au Canada. Okay. C'est des Irlandais catholiques. C'est pas rien. C'est ça, c'est un quartier qui, culturellement, puis sur un plan organisationnel, a une histoire de résistance très forte. Une fois qu'on se dit, OK, on va résister à ce projet géant, comment on s'organise? Par où on commence? D'où vient l'argent? Après la lutte contre le casino, puis une mobilisation populaire pour réfléchir à l'avenir des terrains du CN, il y a quelques personnes qui, à un coin de rue, se sont rendues compte que le bâtiment était en train d'être démoli. Donc, le propriétaire, le groupe MAC, le gros développeur immobilier qui a hérité de ces terrains-là pour $1, en 2006, a décidé de commencer à démolir ce bâtiment-là au lieu de l'entretenir. C'est un bâtiment d'intérêt patrimonial, un ancien entrepôt où beaucoup de gens du quartier ont travaillé. Donc, tout de suite, le collectif s'est mis en place pour protéger le bâtiment et pour exiger qu'il soit remis à la communauté. Donc, on ne voulait pas qu'il soit remis à la ville, on ne voulait pas qu'il soit rénové et loué à des groupes du quartier, on voulait qu'il soit donné au quartier, pas qu'on y fasse ce qu'on veut. Donc, le collectif a rassemblé des gens très différents, du monde du milieu communautaire autonome, qui est très fort à Pointe-Saint-Charles, des gens du milieu artistique, puis aussi toute une gang d'anards, de libertaires, de personnes mobilisées à Pointe-Saint-Charles, qui était une communauté aussi très tissée serrée, puis qui militait depuis longtemps pour se réapproprier un bâtiment du quartier, pour squatter un lieu, pour en faire un centre social autogéré. Donc, je pense que c'est un des éléments incontournables. C'est une composition de force entre des gens qui étaient prêts à travailler avec des gens qui étaient un peu différents d'eux, puis qui avaient des forces distinctes. Puis vous avez réussi donc à acquérir le bâtiment, puis même des fonds pour le faire rouler. Oui. On a eu, c'est sûr que quand on demandait pas rien. On demandait de se faire donner le bâtiment, on demandait qu'il soit décontaminé, que le terrain soit décontaminé, puis on exigeait $1 million aussi. On l'a eu, on a eu $1 million aussi. À l'époque, $1 million aurait été suffisant au début de la lutte pour rénover le bâtiment, mais le propriétaire de l'époque l'a simplement laissé décrépir pendant les 10 années de la lutte. Puis à l'issue de ces 10 années-là, ça prenait pas mal, plus de $3 millions pour rénover la première partie du bâtiment. Puis ces 3 millions-là ont été donnés aussi? On a fini par avoir quelques organismes qui ont été prêts à mettre les premiers montants, puis ça en a entraîné d'autres. Et vous faites tout ça de façon bénévole? Oui, en grosse partie. C'est des gens motivés, mobilisés. Je pense qu'un des secrets de ce projet-là, c'est que c'est un projet qui est vraiment ancré dans son milieu, ancré dans la pratique, puis ancré dans la durée. Je pense qu'un des gros dangers dans des projets comme ça, puis qui fait que les gens se découragent, c'est que ça prend énormément de temps. Nous, on a commencé à se mobiliser en 2008 autour tout simplement du bâtiment 7. C'était il y a 10 ans. On est devenu conscient qu'une des stratégies du développeur face à nous, c'était de nous faire poireauter. Puis je pense qu'ils pensaient qu'on allait abandonner très rapidement. Puis à partir du fait qu'on n'avait pas les moyens financiers, qu'on n'avait même pas forcément les capacités techniques, etc., pour régler des grosses questions architecturales, d'ingénierie, etc., ils ne nous croyaient pas armés pour durer puis pour trouver les moyens de répondre à nos ambitions. Et maintenant que le bâtiment 7 a ouvert ses portes, comment réagit le quartier?
Bien, le monde sont super contents. Il y a constamment des gens qui arrivent pour visiter, pour voir qu'est-ce qui se passe. L'épicerie a ouvert récemment, puis il y a un flot continu de gens qui viennent. L'atelier de vélo, j'ai 4 mécanos sont constamment en train de réparer des vélos. Tu sais, ça roule. Puis ce qui est bien, c'est que, peut-être une anecdote, là, quelques jours après l'ouverture, il y a 2 filles du quartier qui sont venues, qui sont installées au soleil couchant dans la salle commune en bas, puis qui se sont mis à pratiquer leur harpe et leur violon. T'sais, ça a été un super beau moment, mais notre volonté, c'est de faire un lieu qui est ouvert puis qui appartient à tout le monde. Puis les gens s'en saisissent. Puis c'est ce qui est intéressant, vous réinventez pas seulement un pan du quartier, vous réinventez la hiérarchie. Bâtiment 7, c'est à tout le monde, c'est géré par des bénévoles. Comment ça fonctionne? C'est quoi l'autogestion? C'est vraiment une prise en main de nos conditions de vie directement par des personnes de bonne volonté qui ont envie de travailler à ça collectivement puis de faire face aux embûches devant eux pour apprendre à le faire. Est-ce qu'il y a des patrons? Il n'y a pas de patron. Il faut beaucoup de débrouille. Il faut aussi apprendre à se faire des complices partout, dans tous les milieux. Qui passent de ton bord puis qui mettent la main à la pâte aussi avec leur capacité propre puis leur propre force. C'est une espèce de... Comment vous prenez les décisions au bâtiment 7? Bien, pour tout ce qui est la... géré par des anarchistes puis des libertariens? Bien, c'est sûr que la question de l'autogestion, c'est sûr que c'est une question de débrouille puis de pratique, de prendre en main nos propres conditions de vie. C'est aussi une question d'horizontalité. Il y a la question de la hiérarchie qui est posée, comme tu le dis. Mais je pense que c'est pas strictement une affaire de démocratie ou de structure décisionnelle. C'est sûr que ça passe par ça. Nous, en ce moment, on expérimente l'autogestion à une centaine de personnes. On la travaille, notre structure, là, notre façon de prendre des décisions, notre façon de faire circuler l'information. Donc, il n'y a rien de figé. Il n'y a rien de figé, mais c'est sûr que c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup. Puis l'autogestion à 200, c'est compliqué, là, c'est sûr. Oui, il y a une affaire d'égalité, de démocratie, mais il y a beaucoup une affaire de confiance en nos propres capacités à faire les choses qu'on se propose de faire. Il y a de plus en plus à Pointe-Saint-Charles de condos qui côtoient des logements qui sont plus modestes. Il y a un risque de gentrification. Est-ce que Bâtiment 7 est une façon de combattre l'embourgeoisement? C'est sûr qu'on pense que le Bâtiment 7, c'est une des façons de combattre la gentrification. Le Bâtiment 7 ou tout simplement des démarches de réappropriation de lieux. Combattre l'avancée du gros capital privé dans le quartier, c'était aussi se réapproprier des lieux collectifs. On se dit souvent, les gens au collectif, c'est à nous, là, que pendant le temps qu'on menait cette bataille-là, il y a d'autres gens qui se mobilisaient autour du logement, mais nous-mêmes, on a senti qu'on perdait le contrôle. Puis l'embourgeoisement au niveau immobilier, c'est allé à une vitesse folle à Pointe-Saint-Charles. C'est vraiment un combat au niveau de la propriété des développeurs immobiliers qui viennent puis qui ont mis la main sur la propriété dans le quartier, puis que ça expulse concrètement du monde. T'sais, même beaucoup d'entre nous qui sont impliqués au Bâtiment 7, on ne sait pas si on perd notre loyer là, on ne sait pas si on va retrouver un abordable l'année prochaine. Donc, c'est un vrai combat. Puis le Bâtiment 7, mais non, ça ne règle pas cet enjeu-là. Puis on sait aussi que face à ce changement de population-là, bien, le Bâtiment 7 peut très bien être un outil de gentrification ou, disons, servir cette cause parce que, tous ces gens qui arrivent, mais oui, ils vont trouver une épicerie, le fun, ils vont trouver une microbrasserie, puis tant aussi, mieux, on vit d'un lieu rassembleur. C'est ça. Mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui est à débat. Nous, par rapport aux questions de gentrification, c'est sûr qu'une des réponses primaires, c'est de dire on offre des services, on offre un lieu qui est accessible à plein de niveaux, pas seulement au niveau financier, mais à d'autres niveaux culturels. Il faut que les gens se sentent bien là, puis les gens se sentent chez eux, puis ils trouvent ce qu'ils ont envie de faire, qu'ils puissent le réaliser là. Est-ce qu'une personne bien nantie est bienvenue au Bâtiment 7? Ben oui, écoute, il y a pas de... C'est pas un endroit... C'est ça, c'est qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on s'organise concrètement aussi dans la pratique, mais pas simplement avec des positions de principe. Tu vois, contre ci, contre ça. Qu'est-ce qui nous retient, là, tous au Québec, de se réapproprier notre ville? Pourquoi on n'est pas tous en train de se construire un Bâtiment 7? Qu'est-ce qui nous fait peur, à ton avis? Je sais pas si c'est une question de peur ou de moyens. Je pense qu'on n'est pas habitué à cette affaire-là de l'autogestion, à prendre en main nos propres conditions de vie. C'est normal, c'est pas ça, la forme d'organisation de notre société. Il n'y a rien qui nous encourage à ça. Mais je pense que chaque quartier, chaque lieu a ses histoires singulières desquelles on peut partir, pour faire partir la roue aussi. Puis je pense que peut-être les gens n'ont pas forcément confiance en nos capacités collectives de faire des choses par nous-mêmes. Il faut combattre ça en apprenant, en se faisant confiance. En osant exiger. En osant exiger, tu as raison.
Je pense qu'on n'est pas habitué à prendre, on est habitué à demander ou à espérer ou à critiquer, mais à un moment donné, il faut prendre. Pour les prendre, les bâtisses, elles sont là, puis il y a une urgence à le faire. Mais vraiment, Gabrielle Gérin, merci. On va vous observer de près et moi, je pars immédiatement à la recherche des vieux militants du plateau Mont-Royal. Question qu'on s'approprie la place Roy en face du bureau. On se reparle dans 10 ans. Merci.